Merci d'être venu. Si vous ne connaissez pas bien Proust, ce n'est pas grave. En fait, moi, je n'ai pas l'ambition de m'adresser à des spécialistes. J'ai voulu revisiter le personnage de Marcel Proust. Et il me semble donc que j'ai essayé d'apporter des nouvelles lumières, de contribuer à une meilleure connaissance de cet écrivain. Bien qu'il soit considéré comme le plus grand écrivain français, en fait, il a suscité des milliers d'ouvrages et d'articles, mais finalement, Proust est peu lu et peu connu du grand public, en dehors des clichés d'usage. Peut-être vous demandez-vous, mais qu'est-ce qu'on peut écrire sur Proust encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas été déjà dit? Eh bien justement, il y a tout un travail de révision qui doit être mené, à mon avis, autour de lui, même si le mythe persiste et persistera longtemps. Donc j'ai voulu explorer l'aspect extraordinaire, au sens fort, du personnage, c'est-à-dire quelqu'un qui est au-delà de la réalité ordinaire, et je suis partie d'une question très simple en apparence. Pourquoi un écrivain si bien né, assez riche pour pouvoir passer sa vie sans travailler, aimé des siens, adulé par sa mère, pourquoi cet homme mondain, reçu dans les milieux les plus huppés de la capitale, un écrivain reconnu à la fin de sa vie par le prix Goncourt, capable d'écrire une œuvre gigantesque, pourquoi cet homme a-t-il passé sa vie malade et est-il mort à 51 ans, dans un état physique déplorable, seul, dans ce qu'il appelait lui-même un taudis? Je trouve que quelque chose ne colle pas. Et je suis partie de cette question. Je vais donc relire l'œuvre à la recherche d'une réponse à cette question. Je vais examiner des éléments qu'on aurait négligés peut-être, laissés de côté, et qui expliqueraient cette contradiction. À travers plusieurs sources faciles d'accès, je vais tenter de cerner des aspects méconnus ou occultés de l'écrivain. Alors je vais chercher par exemple ce que disent de lui ses contemporains, à travers de très nombreux témoignages qui nous sont restés. Je vais aussi lire la correspondance. Donc vous avez ici donc, le dernier tome, le tome 21. Donc 21 tomes publiés pendant 30 ans par un universitaire américain, Philippe Kolb, qui va mener vraiment un travail de fourmi pour essayer de récolter toutes ces lettres et surtout essayer de les dater, car Proust ne date jamais ses lettres. Donc le travail essentiel, c'est d'essayer de savoir quand cette lettre a été écrite. Et évidemment, je vais aussi m'appuyer sur un texte qui n'est pas très connu, finalement, de Proust, qui ne fait pas partie de son œuvre majeure, qui est Jean Santeuil. C'est un manuscrit de 800 pages qu'on a retrouvé dans un garde-meuble 30 ans après sa mort et qui a été publié qu'en 1952. Donc pendant très longtemps, en fait, on va parler de Proust sans avoir lu ce manuscrit. Et la légende va se colporter, la légende va se construire sans qu'on ait eu accès à ces pages. Donc l'image de Proust qui s'est forgée de son vivant et après sa mort est une image déformée, d'après moi. Certaines choses ont été valorisées au détriment d'autres qui ont été occultées. Et assez vite, j'ai l'intuition qu'on n'a peut-être pas toujours compris qui était Marcel Proust, qu'il manque un élément, qu'on l'a fait entrer dans un cadre qui ne lui correspond pas. On va commencer par examiner l'apparence figée qu'il nous a laissée à différentes périodes de sa vie. Alors là, on a le portrait le plus célèbre, celui de Jacques-Émile Blanche, peint en 1892 et conservé au musée d'Orsay. Donc Proust, sur ce portrait, a 21 ans. À cette époque, c'est un bourgeois de la fin du XIXe siècle qui va dans le monde, un oisif qui sort la nuit. Le matin, il n'a pas besoin de se lever pour aller travailler. D'ailleurs, il ne travaillera jamais. Il vit chez ses parents, de grands bourgeois, qui ont chacun réussi leur ascension sociale. Alors, je vais un peu retracer l'histoire, mais rapidement, des deux branches de la famille de Proust. D'un côté, il y a le père, Adrien, qui est le fils d'épicier d'un petit bourg de la Beauce, Illiers, à 25 km de Chartres. Adrien est un élève brillant, il va être encouragé à faire des études à Paris, des études de médecine, et il va
acquérir une réputation internationale de médecin hygiéniste en instaurant des barrières sanitaires contre le choléra qui sévit encore dans sa jeunesse. Il a écrit de multiples ouvrages sur les questions d'hygiène, dirige une collection chez un éditeur médical et fait des conférences en France et en Europe. Donc c'est une figure, on va dire, très connue, une personnalité qui va obtenir d'ailleurs la Légion d'honneur pour l'ensemble de ses travaux et qui, par exemple, lorsque Proust a 24 ans, accueille chez lui à dîner Félix Faure, le président de la République. Donc c'est quelqu'un qui appartient vraiment à un milieu de grands bourgeois. Il va évidemment gagner beaucoup d'argent avec ses activités. Alors sa mère, Jeanne Weil, qu'on voit ici sur cette photo, est d'origine juive. On sait que Proust, on l'a assez dit, on lui a assez reproché aussi, certaines personnes, d'avoir par sa mère une ascendance juive. Le père de Jeanne Weil et ses oncles ont fait fortune dans le commerce et la banque. Alors le grand-père maternel de Proust s'appelle Nathan, ses deux oncles s'appellent Louis et Alphonse. Ces deux grands-oncles, excusez-moi, je fais la même erreur, Proust disait toujours oncle alors qu'en fait c'était ses grands-oncles. Il faut savoir qu'entre le père et la mère de Proust, il y a 15 ans de différence et en fait on peut dire que la tante de Proust du côté de son père a à peu près le même âge que les grands-oncles du côté de sa mère. Donc il y a une sorte de décalage de génération. Donc ce sont des juifs assimilés qui portent un double prénom, juif et français, et qui vont jouer un grand rôle dans l'enfance et l'adolescence de l'écrivain. Donc Marcel Proust est entretenu par ses parents. Ils vivent dans un grand appartement qu'ils louent à côté de la Concorde et des Champs-Élysées. Et à leur mort, Proust héritera de leur fortune avec son frère cadet Robert, qui est devenu médecin comme son père, et lui est chirurgien. Alors, on revient au portrait. On voit bien que sur ce tableau, la volonté de Proust est de se présenter en dandy. Mais au-delà de cette image, on est frappé par l'étrangeté du personnage, ce visage très pâle qui émerge d'un corps absorbé dans la noirceur du costume et du décor. On relève certaines contradictions. Quand on est longtemps en face du tableau, on a l'impression qu'il a du rouge à lèvres, mais en même temps, il est très viril. Tout a l'air très lisse, très propre. Les cheveux sont très bien coiffés, séparés par une raie impeccable. Mais si l'on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a des dissymétries dans la moustache, qui est assez... Les poils sont en bataille, dans les sourcils. Marcel Proust a l'air emmailloté dans ses habits. On dirait qu'il ne respire pas, qu'il n'a pas de corps, pas d'épaule, ou plutôt, il paraît enfermé dans un corps qui n'est pas le sien, le corps d'un vieux. On verra donc à travers des photos, plusieurs photos, que dans sa jeunesse, Proust a toujours l'air plus vieux que son âge. Bon là, on a des photos lorsqu'il est enfant. C'est assez intéressant de les regarder parce qu'on voit à quel point la pose sociale va être toujours présente dès l'enfance, avec une certaine façon d'être habillé, une certaine façon de poser sur l'image photographique. Alors on le voit ici donc toujours avec son frère Robert. Lui, Marcel est à droite, Robert est à gauche sur l'image. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'on voit qu'ils sont habillés à peu près de la même façon. Ils sont un peu élevés comme deux jumeaux. Alors on voit Proust toujours prendre la pose, toujours la main sous le menton. C'est quelque chose qui va tout de suite se conformer à ce modèle d'enfant bourgeois. Donc on les voit encore une fois là, Marcel et Robert. On dirait que le temps n'a pas de prise sur lui. On va voir que, là on le voit au lycée, il va rentrer au lycée Condorcet seulement à 11 ans, en 5e. Avant il est scolarisé en fait à la maison. Bon, on verra qu'il va vraiment avoir du mal à entrer en contact en fait avec les autres enfants. Là, on le voit donc toujours avec son frère Robert qui est là sur la droite et Marcel est sur la gauche. Il est avec sa mère, il pose avec leur mère, tous les deux. Ici, c'est une photographie de Proust qui est assez inhabituelle, c'est-à-dire qu'on le voit sourire, ce qui est assez rare. On le voit plus décontracté ici.
Là, il a 17 ans, il est au lycée Condorcet. Déjà, là, c'est une autre image. Hein. On voit qu'il a l'air un peu traqué, hein. Il n'a pas l'air très à l'aise au milieu de ses camarades. Bon, on a coupé l'image, hein. En fait, c'est une image de groupe de la classe. On voit ici un Proust complètement caché derrière une grappe, on va dire, d'aristocrate. Hein. C'est un milieu, là, il est vraiment dans un milieu très huppé, avec Anna de Noailles. Et il est complètement au fond, avec sa moustache, on le voit émerger. Il n'est plus au premier rang, hein. Il ne prend plus la pose ici. Hein. On le voit ici donc faire le pitre devant Jeanne Pouquet, en fait, dont il est amoureux à l'époque. Donc il joue la guitare et la raquette de tennis. Là, on le voit au service militaire. Il a devancé l'appel. Il est à Orléans. On voit bien avec le jeu de jambes qu'il ne se prend pas totalement au sérieux dans son habit de militaire. Cette photo est très intéressante parce qu'on voit que quand il ne pose plus, eh bien, dans ses habits, on voit bien qu'il est assez mal fagoté, les épaules sont tombantes, le pantalon est tire-bouchonné, les jambes vont à gauche, à droite, il a l'air un peu piteux dans cette... Et c'est exactement l'image que donnera de lui Gaston Gallimard la première fois qu'il rencontrera Proust. Il dit qu'il avait des habits de dandy, mais que tout était de travers, qu'ils étaient mal fichus, et souvent aussi, il est habillé avec 20 ans de retard. Ça aussi, c'est une de ses caractéristiques. On a l'impression, en fait, que le temps n'a pas de prise sur lui. On voit qu'au fur et à mesure des années, les années passent, mais Proust reste toujours le même. Ici, la photo est assez drôle, car on le voit entouré par Lucien Daudet sur sa gauche, donc à droite de l'image, et Robert de Flers. Et là, si sa mère, je pense que sa mère a dû connaître cette photographie, et elle a dû dire « Quoi, tu es encore avec tes cocottes hein ?» Là, on voit bien, Lucien Daudet était homosexuel et a été un de ses amis. Il a une liaison amoureuse avec lui. Il était de 2 ans plus jeune que Marcel Proust. Là, on le voit dans une rocking chair, croqué par un ami, et on voit à quel point, à 21 ans, il a l'air vieux. Et puis là, j'aime beaucoup cette photo parce qu'on a l'impression qu'il ressemble beaucoup à Charlie Chaplin sur cette photo. Hein. Il est très solitaire à Venise, avec ce chapeau qui colle pas très bien, en fait, avec ce qu'on peut imaginer de lui. Enfin, sur cette photographie, qui a été prise en 1921, n'oublions pas que Proust est un homme malade. On voit que le temps n'a pas eu de prise sur lui, il a 50 ans, il n'a pas encore un seul cheveu blanc, et il est encore l'éternel jeune homme. On remarquera la poitrine bombée, hein, cette position qu'il a avec le thorax en avant, et en fait ça, c'est très caractéristique des asthmatiques. Hein, à force des crises d'asthme, en fait, la poitrine est très bombée comme ça. Voilà. Donc, nous avons tenu à montrer toutes ces photographies pour montrer donc que Proust a un double visage quelque part. Soit il se conforme à un modèle social, mais en même temps, en fait, il a du mal à tenir l'image. Et on peut dire que l'œuvre contient la même complexité. Elle oscille entre le récit autobiographique, où le narrateur est Proust, sans être toujours lui. C'est lui qui le dit ça. Hein. Le narrateur est moi, mais sans être toujours moi. Et en même temps, c'est une reconstruction romanesque. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Proust construit un monument littéraire dont les autres vont être tentés de faire une réalité biographique. Et ça, dès le début, en fait, ses contemporains vont chercher des clés derrière les personnages de la recherche. On essaie de faire coller la réalité à l'œuvre, mais c'est une contre-vérité. On va privilégier la branche paternelle française de l'écrivain au détriment de la branche maternelle juive. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Combray, en fait, le petit village que Marcel Proust va mettre en scène dans la recherche, hein, en fait, va devenir Illiers en 1971, lors du centenaire de la naissance de l'écrivain. C'est-à-dire qu'en fait, Illiers devient Combray, hein, mais Combray devient Illiers aussi. Ça marche dans les deux sens. On peut dire que Proust n'y est allé que 4 ou 5 fois, de 1877 à 1880, jusqu'à 9 ans, jusqu'au moment où il va avoir sa première crise d'asthme et où en fait on va lui interdire de retourner dans la Beauce au milieu des graminées dont il est allergique.
Voilà. Donc l'épisode de la Madeleine, qui est raconté Du côté de chez Swann, devient aussi quelque chose d'autobiographique qui se serait vraiment passé dans la vie de l'écrivain, avec la tante Léonie, figure centrale, qu'on assimile à la tante Élisabeth Amiot, c'est-à-dire la sœur d'Adrien Proust, qui habitait cette maison d'Illier. Voilà. Donc la maison d'Illier, la maison d'Élisabeth Amiot, va être rachetée par sa fille Germaine en 1954 et aménagée en musée. Alors j'insiste là-dessus parce que en fait toute cette tentative de récupérer Marcel Proust et de le ramener vers la branche paternelle, il va y avoir donc cette maison va être léguée à la Société des Amis de Marcel Proust en 1976 et on va la rebaptiser la maison de la tante Léonie. C'est-à-dire qu'on fait le chemin inverse, on reprend les éléments de la recherche et on alimente la maison, on alimente avec les objets qu'on trouve dans la recherche, et non pas le contraire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va meubler cette maison avec des objets qu'on va aller rechercher un peu n'importe où, qui correspondent à ce qu'on voit dans la recherche. Voilà, donc la maison, avec la cuisine de la tante Léonie, on retrouve les objets que Proust a décrits dans la recherche. On va voir aussi le lit, la chambre de la tante Léonie, avec sous vitrine l'eau de Cels, le bréviaire, la Madeleine, enfin toute la, on va dire, le mythe tout d'un coup qui devient réalité. On a ici la chambre de Marcel Proust, l'alcôve, où, dans la recherche, sa mère va lui lire François le Champy, après l'épisode du baiser refusé. Donc on a évidemment sur la table de nuit l'exemplaire de François le Champy, qu'on a retrouvé et qu'on a mis là, évidemment. Il n'a jamais été là, on s'en doute. Et puis là, on va retrouver aussi la lanterne magique, dont parle Proust dans la recherche. Et cette lanterne magique, en fait, si on lit les esquisses qu'on peut lire aujourd'hui dans la nouvelle édition de la Pléiade, en fait, cette lanterne magique, elle n'a jamais été à Illier. En fait, elle était dans l'appartement parisien des grands-parents Weil, et c'était eux qui faisaient marcher la lanterne magique, et non pas la tante Léonie, et non pas la tante Élisabeth Amiot. Donc en fait, on voit bien que tout a été savamment mis en scène, orchestré à partir de l'œuvre. En réalité, Combray est une construction littéraire où fusionnent plusieurs lieux de l'enfance, dont le plus important n'est pas Illier, mais Auteuil, où Proust est né le 10 juillet 1871 dans la maison de son grand-oncle maternel, Louis Weil, la branche juive de sa famille. Voilà. Donc il faut... pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que il faut comprendre que Combray doit beaucoup plus à Auteuil qu'à Illier, mais la maison a été détruite. Donc on ne peut plus en faire un musée, on ne peut plus rien en faire. Elle a été détruite au moment où Louis Weil est mort. En fait, les parents de Proust ont hérité de la maison et ils l'ont vendue à un promoteur qui va raser la maison et qui va faire 3 maisons de rapport à la place sur le terrain. C'était un grand terrain. Et il n'a pas eu de chance parce qu'en 1896, juste après, en fait, on va prolonger l'avenue Mozart et du coup, les 3 maisons vont être détruites et le jardin, tout le parc va être totalement détruit. Et donc, ça va être une grande blessure pour Marcel Proust. Et lorsqu'il dit « les lieux sont fugitifs, hélas, comme les années », c'est certainement à cette maison d'Auteuil qu'il pense, cette maison dont il ne reste plus que des souvenirs. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que il faut donc avoir à l'esprit que tous les événements marquants de l'enfance et de l'adolescence ont lieu dans cette maison. Cette maison va dater du Second Empire et Louis Weil, le grand-oncle de Marcel, avait fait construire une extension neuve, toute neuve, justement, grâce à laquelle il pouvait accueillir la famille de Marcel Proust, qui venait très très souvent dans cette maison. Et donc, il raconte, par exemple, dans l'épisode du baiser refusé, que l'odeur de l'escalier était une odeur de neuf. Il ne supporte pas cette odeur, et en fait, c'est bien dans cette maison d'Auteuil qu'a lieu cet épisode. Voilà. Alors, je me suis appuyée beaucoup sur Champsenteuil pour faire cette révision
sur l'enfance, l'adolescence de Marcel Proust, parce que finalement, Jean Santeuil est le vrai texte autobiographique. Et dans Jean Santeuil, Marcel Proust va bien séparer les souvenirs d'Illier des souvenirs d'Auteuil. C'est-à-dire que les deux branches familiales sont bien présentes, en fait, dans ce texte de Jean Santeuil. Par contre, dans la recherche, il va faire fusionner les deux lieux, Illier et Auteuil, et il va faire fusionner aussi les deux branches de la famille, la branche paternelle et la branche maternelle. Donc en fait, on n'arrive plus, lorsqu'on lit la recherche, à comprendre véritablement le grand-père, la tante, mais le grand-père de quel côté, la tante de quel côté. En fait, on n'y comprend strictement plus rien, puisqu'il n'y a plus qu'une branche, en fait. Voilà. Alors, pour bien comprendre la situation, il faut savoir que lorsque Proust meurt le 18 novembre 1922, il meurt sans descendant, et c'est donc son frère Robert qui va hériter de ses biens et du droit moral sur l'œuvre. Car, il faut bien aussi avoir ça à l'esprit, lorsque Proust meurt, son œuvre n'est absolument pas achevée. Même si Céleste, sa gouvernante, va dire « ça y est, il avait écrit le mot fin », etc. Non, en fait, il reste 3 livres encore à publier. Et voilà, Proust va mourir sans pouvoir mener vraiment à bien la fin de son œuvre. Et c'est Gallimard, aidé de Robert, qui va établir les 3 derniers ouvrages. En 1937, 15 ans plus tard, cette fois, c'est Robert qui meurt. Et là, il n'y a plus qu'un héritier, qu'une héritière, c'est Marthe, la belle-sœur de Marcel Proust. Or, Marthe n'aime pas Marcel Proust. Et là, il va se passer quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'en fait, Robert, il ne s'est pas du tout occupé de liquider les affaires, il ne s'est pas tellement occupé de toute cette masse de manuscrits, de lettres, etc., qui restent là. Il ne pensait certainement pas qu'il allait mourir aussi rapidement. Et donc, c'est Marthe qui va s'occuper. Alors ça va être assez autoritaire et elle va prendre les affaires, elle va brûler les lettres, elle va brûler beaucoup de choses. Elle va commencer à se débarrasser de tout ça. Elle va vendre à gauche, à droite, à des antiquaires. Et heureusement, il y a un proustophile à l'époque qui s'appelle Jacques Guérin et qui va commencer à dire déjà à Marthe d'arrêter de tout brûler parce qu'elle lui dit mais ces choses ça coûte quand même de l'argent, il faut que vous arrêtiez de faire ça. Alors elle arrête, c'est vrai que c'est un argument quand même de poids pour elle. Et puis après, il lui dit, mais je vais racheter tout ça. Donc il rachète la chambre à coucher, rachète les objets, rachète beaucoup de lettres, heureusement, parce que sinon tout aurait été complètement dilapidé et tout aurait disparu. Voilà. Alors, lorsque Robert meurt en 1937, il faut comprendre que Marcel Proust n'est pas l'immense écrivain qu'on connaît aujourd'hui, enfin qu'il est aujourd'hui. Malgré le prix Goncourt obtenu en 1922 et une certaine notoriété dans un petit cercle international, on va dire, Proust va être éclipsé complètement par, jusqu'aux années 50, par toute une littérature engagée qui va de Céline à Sartre en passant par Camus, hein, c'est-à-dire des gens qui prennent position idéologiquement. Et Proust, lui, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'écrivain des duchesses mondain, une espèce de rentier oisif, et on ne le prend absolument pas au sérieux. On le trouve même complètement has-been. Et c'est plutôt les gens à l'étranger, comme Philippe Kolb par exemple, les Américains, les Anglais, ils le prennent beaucoup plus au sérieux que nous, les Français. Finalement, c'est l'écrivain de la Belle Époque, une époque qui est devenue complètement ringarde face à l'avant-garde artistique du début du XXe siècle. Il va falloir attendre les années 50 pour que tout d'un coup il y ait un regain d'intérêt pour Marcel Proust. Et les années 70 pour que vraiment là il y ait une explosion de toute la critique et un vrai intérêt pour son œuvre. Voilà. Donc pour revenir, après ce long détour, pour poser un peu les choses, donc pour revenir à mon livre, il y a eu 2 intuitions à l'origine de ma contre-enquête que je développe dans la première et la deuxième partie de mon ouvrage. Alors, voilà donc le plan de la première partie. Ma première intuition est que l'épisode de la Madeleine, c'est pour ça que j'ai fait un long détour autour de la construction de ce mythe et comment les choses se sont passées finalement, l'épisode de la Madeleine le plus connu de la recherche n'a jamais existé tel qu'il est raconté. Il n'y a jamais eu de Madeleine, en gros, même si sur la place de l'église d'Illier, le pâtissier fait depuis 50 ans des Madeleines.
À mon avis, il n'y a jamais eu de Madeleine. Voilà. Il n'y a jamais eu de tante Léonie non plus, si vous voulez mon avis. Bon, mais après, ça va fâcher beaucoup de gens si on dit ça, évidemment. Donc c'est une reconstruction littéraire, et j'essaie de trouver son modèle dans la vie réelle. Si vraiment il y a eu un épisode qui n'est peut-être pas exactement l'épisode de la Madeleine, mais si vraiment quelque chose s'est passé au niveau du souvenir, quelque chose, alors il y a un modèle. Un modèle que nous aussi, peut-être on a vécu, enfin qu'on peut, c'est un modèle humain. Hein. Proust, c'est pas un rhinocéros, hein, c'est un humain, donc il a des expériences humaines. Alors, donc c'est l'objet de ma première partie que j'ai intitulée « Le corps se souvient ». On verra que ce souvenir... Bon, je vais d'abord parler de ma deuxième partie, après je reviendrai sur la première partie, parce que c'est plus long à expliquer. On verra que ce souvenir est un souvenir corporel, mais je l'expliquerai tout à l'heure. Alors, ma deuxième intuition, c'est que Proust, on a toujours dit qu'il était bizarre. Alors, même chose, il est bizarre, d'accord, il a tout un faisceau de choses étonnantes autour de lui. On l'utilise d'ailleurs, pour le qualifier dans sa famille, on utilise un adjectif, qui est un peu un adjectif fourre-tout, on dit c'est un nerveux. On dit aussi c'est un hypersensible, mais le nerveux, ça c'est, pour l'époque, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est à la limite entre le névrosé. Bon, le nerveux, c'est souvent les femmes. Hein. Donc c'est vrai que Proust, il est efféminé. Hein. On essaie de l'élever virilement dans sa famille, mais bon, ça va quand même être un échec. Hein. Donc il a une hypersensibilité féminine. Et il est nerveux. Voilà. Alors voilà, il est nerveux. Il est asthmatique en plus, et en plus il est nerveux. Alors à toutes les époques de sa vie, on ne cesse de le stigmatiser pour ses bizarreries. Hein. Alors on dit, même à la fin de sa vie, il devient même une attraction. On va voir au Ritz Marcel Proust engoncé dans son manteau alors qu'il fait 30 degrés. On se dit, il est quand même bizarre, il porte des gants. Enfin, il est très, très étonnant. Ça devient une sorte de bête de foire. Et Maurice Sachs, par exemple, dans le Sabbat, l'appelle l'enfant monstre. Ça veut tout dire. Bon. Alors, donc, je fais dans cette deuxième partie, intitulée donc l'âme captive, l'hypothèse d'un Proust au trait autistique. Voilà. Je me dis, quel est cet ensemble de bizarreries, cet ensemble de choses, ça doit bien porter un nom, c'est pareil. Il doit bien exister des gens qui sont comme ça. Alors, est-ce qu'il est schizophrène? Alors, certains psychiatres ont dit qu'il était borderline, psychiatre américain, mais borderline, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Alors non, moi je me suis dit, finalement, cet ensemble de choses, je les ai bien observées, et je me suis dit, en fait, ce sont des traits autistiques qu'il a. Voilà. Donc, ce sont des choses qui vont être remarquées par ses contemporains, hein, et qu'on retrouve très nettement dans Jean Santeuil, et qui seront transformés en une nouvelle esthétique dans l'écriture de la recherche. En fait, ce que je montre dans mon livre, c'est que cette perception très particulière que Marcel Proust a de la réalité, il s'en est servi pour écrire une œuvre qui ne ressemble absolument pas à une œuvre réaliste, en tout cas, et qui donne cette écriture très très particulière. Et d'ailleurs, Proust n'a pas fondé d'école. Personne n'écrit comme Proust. Il n'y a que lui qui écrit comme ça. Mais peut-être que justement, ça vient d'une étrangeté intrinsèque qu'il aurait et qui fait qu'il a un accès à la réalité qui n'est pas le même que celui des gens ordinaires. Voilà. Donc voilà donc l'ensemble des troubles que j'ai repérés et qu'on peut comparer à les troubles que rencontrent les personnes atteintes d'autisme. Alors évidemment, quand je parle d'autisme de haut niveau, de type Asperger, hein, c'est devenu très à la mode. Il y a beaucoup d'Asperger aujourd'hui qui ont écrit des livres, hein, pour essayer de faire comprendre aux autres comment eux ils fonctionnaient. Alors par exemple, il y a les hyperesthésies, c'est-à-dire que toutes les sensations sont exacerbées et perturbantes. Hein. L'accès au réel est difficile et douloureux. Proust est agressé par les sensations qui viennent de l'extérieur. Hein. Il sursent, il surentend, et c'est pourquoi sa chambre, d'ailleurs, n'est jamais aérée. Il reste dans le noir. Hein. Il ne veut pas de la lumière du soleil. Hein. Il veut rester dans le noir. Donc évidemment, il y a l'asthme derrière, mais pour moi, l'asthme n'est qu'un cas particulier de cette hantise de l'extérieur qu'il ressent, non seulement avec l'air, mais avec la lumière, avec les odeurs, avec les bruits, etc. Hein. Voilà. Et c'est le réel dans son ensemble qui est nocif
pour lui, qu'il considère comme nocif, et c'est pourquoi d'ailleurs il doit s'en protéger et il fait de la réalité quelque chose de mental à travers le souvenir pour la rendre assimilable. C'est-à-dire lorsqu'il l'a en face, c'est vraiment très difficile pour lui de pouvoir la supporter, donc il va avoir besoin de la rendre intérieure, de la rendre mentale. Alors, il y a aussi chez lui un besoin de rituel et d'habitude. Ça, c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup chez les personnes atteintes d'autisme. Dès qu'un élément est changé, c'est l'angoisse qui peut aller jusqu'à la crise de panique. On a aussi donc un trop-plein d'émotions qui devient un handicap dans le rapport aux autres et dans la sexualité en particulier. On le voit très bien dans Jean Santeuil. Le fait d'être à côté, par exemple, de quelqu'un, d'une femme dont il est amoureux, l'empêche totalement de, disons que coupe tout accès à ses émotions, coupe tout accès à la possibilité de comprendre ce qu'il est en train de vivre. Voilà. Alors donc, il y a un décalage entre la perception du réel et l'émotion qui est ressentie face à cette réalité. Ça aussi, c'est très caractéristique. Hein. Et donc, ce n'est que dans la solitude de sa chambre que le narrateur peut prendre connaissance de ce qu'il a vécu. On voit ça très bien, par exemple, dans la première rencontre qu'il a lors d'une soirée chez Elstir. Il rencontre Albertine. D'abord, il ne la reconnaît pas, parce qu'elle n'est pas dans le même décor où il la voit d'habitude. Et en plus, il est incapable d'analyser ce qui se passe, en fait. Incapable d'analyser ce qui lui arrive, en fait. Il est pris dans une espèce de maelstrom de sensations. Et donc, il décrit les choses comme ça, sans hiérarchiser la réalité. C'est très, très étonnant. Voilà. Alors, autre chose aussi, les autres sont une énigme pour le narrateur et pour Jean Santeuil. On le voit très bien. Et c'est ce qu'on appelle au sujet des personnes atteintes d'autisme d'absence de théorie de l'esprit. C'est-à-dire, il n'arrive pas à se mettre à la place des autres, il n'arrive pas à comprendre comment l'autre voit les choses. Il est incapable de faire ce travail. Et on va voir ça aussi dans la correspondance de Proust. On voit très bien que Proust, il est obligé soit de fusionner avec l'autre pour essayer d'avoir un accès à sa pensée, soit comme il ne comprend pas du tout ce que l'autre peut penser, eh bien, il va essayer de se raccrocher à son intelligence, car c'est quelqu'un d'excessivement intelligent. Donc du coup, d'après ce qu'il connaît, d'après ce qu'il a appris, des codes sociaux, eh bien, il va déployer tout l'éventail des hypothèses. Soit vous pensez ça, soit vous pensez ça, soit vous pensez ça, soit vous pensez ça, mais en fait, il n'arrive pas à trancher, il n'arrive pas à savoir. Donc c'est très étonnant. Alors après, on voit aussi une vision gestaltiste de la réalité, c'est-à-dire le narrateur, on voit, ne peut dissocier la figure de son décor. Par exemple, quand il rencontre Albertine, il la voit avec, en fond, en décor, la mer. Donc s'il la rencontre dans un paysage de plaine, bah, il ne peut pas recoller les deux images, ça ne marche pas. Il ne la reconnaît pas, c'est plus la même personne. Et en même temps, autre particularité, la vision est fragmentaire, et souvent fragmentaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne peut pas prendre la réalité dans sa globalité, on va la détailler, on va en prendre chaque détail. La réalité, pour être appréhendée, c'est comme un puzzle, il faut remettre tous les petits morceaux pour essayer de voir un peu l'image que ça forme. Et donc il y a ça aussi chez Proust, une vision fragmentaire de la réalité. Alors, donc mon travail a consisté dans cette deuxième partie à établir des points de convergence entre les caractéristiques propres aux personnes avec autisme et la perception si particulière que Proust met en scène dans la recherche. Voilà. Mais, je le répète, ce n'est qu'une hypothèse. Je n'ai pas de preuve définitive. Je m'accroche à ce qu'on sait un petit peu de l'enfance de Marcel Proust, de son adolescence, et comme je l'ai déjà dit, je m'accroche aussi aux témoignages de ses contemporains qui vont tous, quand même, décrire un Proust qui a une façon de fonctionner qui est très particulière et qui s'approche du mode de fonctionnement des personnes avec autisme. Voilà. Et alors, dans ma dernière partie, que j'ai appelée « La patrie perdue, le réel à l'épreuve de l'art », j'essaie de comprendre comment Proust, finalement, a construit son rapport à la réalité et comment il a réussi à surmonter son handicap, ce qui n'était pas gagné. Hein. Je pense que plus il va avancer dans sa vie, plus il va réussir à se conformer à un modèle social, plus il va réussir à accéder au réel et au réel de l'autre aussi. Et donc, il va faire 7 expériences qui sont des expériences
pas du tout fantastiques, hein, mais qu'on voit très bien dans la recherche, que j'ai résumées chacune dans un verbe, c'est-à-dire lire, se promener, imaginer, fusionner, voir les œuvres d'art, associer et souffrir. Voilà, donc ça c'est cette épreuve et cette expérience fondamentale que je vais étudier à travers l'œuvre. Et finalement, je vais essayer de comprendre ce qu'est la réalité pour lui, car c'est un enjeu majeur dans la recherche. Et au fond, je montre que la recherche est une recherche de la réalité, dont l'accès lui est barré. Il va devoir faire un détour, et l'œuvre raconte comment la réalité est perdue et retrouvée. Voilà. Donc je ne révélerai pas ici tout ce que j'ai découvert, hein, parce que c'est toute une constellation de choses hein, on va dire que je découvre hein, dans l'œuvre de Marcel Proust. Moi, mon idée, c'était de dire des choses qui n'avaient jamais été dites, parce que bon, répéter ce qu'on a déjà dit, évidemment, je n'ai pas remis en question tout ce qui avait été dit sur Proust. Il y a des gens qui ont dit des choses absolument géniales. Donc j'ai essayé de lire un peu tout ce qui avait été dit pour voir si on avait déjà dit ça, ce que moi j'avais découvert en quelque sorte. Je crois que non, on n'a pas trop insisté là-dessus. On n'a pas trop essayé de chercher finalement quel était le syndrome dont Proust pouvait être victime, atteint, malade. Voilà. Donc c'est pourquoi je suis partie dans cette direction. Alors, je vais maintenant revenir sur cette première partie, qui est donc ma première hypothèse. J'ai essayé de comprendre, comme je vous le disais, quel est le modèle de la mémoire involontaire. Alors, quand on ouvre la recherche, les premières pages racontent le réveil du narrateur dans la nuit. Proust l'a beaucoup réécrit. Il y a une vingtaine de pages hein, qui sont assez difficiles finalement à comprendre. D'ailleurs, tellement difficiles à comprendre que c'est pourquoi il n'a pas réussi à faire éditer ce premier tome. Parce que les éditeurs disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce type qui se retourne dans son lit pendant 20 pages ? Et qu'est-ce qu'il fait ? On ne comprend rien. » Et c'est vrai, c'est difficile de comprendre. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Quel est l'enjeu de ces pages ? Alors, j'ai essayé de comprendre, en fait, peut-être de retrouver une sorte de genèse de ce que Proust voulait dire au départ et finalement ce qu'il a renoncé à dire. Enfin, moi, je vois ça comme ça. En fait, souvent, chez Proust, on remarque deux mouvements contradictoires dans son écriture. Il y a d'abord un mouvement d'expansion de la phrase, qu'il surnourrit, l'expression est de lui, et un mouvement de condensation, où il enlève des mots pour resserrer le sens, jusqu'à le rendre parfois obscur. Donc je dirais que pour comprendre Proust, il faut le déplier. Sa phrase, elle est un petit peu comme une boule. Voilà, je prends cette page, si je la chiffonne, déjà on peut beaucoup moins bien voir ce qu'il y a écrit dessus. Donc pour moi, Proust écrit, puis après il chiffonne, il resserre, il emprisonne le sens, et on n'arrive plus à y accéder. Voilà. En fait, pourquoi il fait ça ? Parce que dans un mouvement contradictoire, ce qu'il veut montrer, c'est aussi ce qu'il veut cacher. Donc avec une telle, ça devient difficile. Mais c'est vraiment ça. Il y a un mouvement il y a quelque chose qui remonte à la surface qu'on veut montrer, et puis en même temps, hop, on le réenfouit aussitôt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Proust, c'est quelqu'un qui est très pudique. Il a vraiment la culture du secret. Et il ne veut pas révéler les choses, en fait. Il voudrait le dire sans le dire. Voilà. Donc en lisant les esquisses, on voit très bien ce travail de révéler puis de cacher. Et donc ces deux mouvements qui vont ensemble font la particularité de son style, et tout ce qui est trop intime, trop indiscret, trop secret, trop violent aussi, il le cache. Il le cache souvent sous des théories. Alors c'est très étonnant parce que chez lui, à la fois il parle de son intimité, il parle de choses très personnelles, et en même temps il va théoriser, il va le rendre totalement général. Et dans ce début, on voit très bien, je l'ai comparé au début de la Bible, où il y a une version qu'on dit yaviste et une version éloïste, une version yaviste qui est très terre-à-terre et une version éloïste qui est beaucoup plus abstraite. Et bien chez Proust, il y a un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a à la fois des choses très concrètes, très personnelles, et puis qui vont être teintées après d'abstraction. Alors, dès le début du roman, donc, comme je le disais, le lecteur est propulsé dans une matière obscure. On ne sait pas de quoi l'on parle, ni de qui, ni de quoi, ni où ça se passe. C'est pas du tout. Il n'y a pas de repères, ni temporels, ni spatiaux.
Mais contrairement à la plupart des critiques, je ne pense pas que le narrateur cherche dans ces pages à repasser dans sa mémoire toutes les chambres où il a vécu, comme on a dit. Non, mon idée, c'est plutôt qu'à l'origine, un souvenir précis qui a eu lieu dans une chambre précise, une sensation corporelle est remontée dans la conscience du narrateur. Et c'est cela qu'il réveille dans la nuit, c'est ce souvenir corporel. Et il cherche à savoir où ça s'est passé. C'est un événement qui le bouleverse, un événement lointain, enfoui, mais qui lui permet de se réapproprier ce qu'il est. Et on voit très bien, par exemple, dans une esquisse, qu'il écrit « toutes celles, donc les chambres, que mon esprit avait oubliées, et qui, sans ce souvenir qu'avait retrouvé inopinément mon corps, fussent restées perdues pour moi jusqu'à ma mort, et avec elles les êtres qui étaient liés et dont l'image venait de m'être rendue à jamais. » Et ce qui est magnifique dans cette toute petite phrase, c'est qu'en fait, on a déjà ici le phénomène de la mémoire involontaire. Donc dès le début de ce récit, en fait, ce souvenir corporel qui remonte, c'est comme un phénomène de mémoire involontaire. Mais que va faire Proust? Eh bien, en fait, il va disjoindre les deux récits. Il ne va pas le mettre là, la mémoire involontaire, il va le mettre plus tard, beaucoup plus tard. Mais en fait, elle est déjà là. Donc ce souvenir, il en cherche l'origine. On voit clairement dans les esquisses qu'il essaie de le situer dans un lieu précis. Alors je ne vais pas tout vous refaire, moi j'ai fait tout un travail de relecture des textes, de la jeunesse des textes, pour montrer qu'il hésite entre plusieurs lieux. C'est peut-être la chambre de ses grands-parents, c'est peut-être ici, c'est peut-être là. Il cherche. Mais il n'arrive pas à trouver. Voilà. Donc moi je me suis dit, peut-être Proust a vécu une expérience similaire, un souvenir qui serait remonté. Il ne faut pas oublier qu'il a, après la mort de sa mère en 1906, enfin, sa mère est morte en 1905, mais en 1906, il va rentrer dans la clinique du docteur Saulier, à Boulogne-sur-Seine, pour suivre une cure de on dirait de psychanalyse. Aujourd'hui, à l'époque, on disait psychothérapeutique. Voilà. Il va rester 2 mois dans cette clinique. Et très étonnamment, au début de la recherche, en fait, quand on voit dans les esquisses, on voit, il y a des traces, que ce début, en fait, il est dans la clinique du docteur Saulier. Est-ce que, grâce au traitement du docteur Saulier, est-ce que des choses seraient remontées à la surface? Est-ce qu'il y aurait des souvenirs qui auraient émergé à ce moment-là? Peut-être. En fait, on n'en saura jamais rien. En tout cas, c'est une hypothèse. Voilà. Alors, donc, je pense que ces 2 événements, le réveil dans la nuit et l'épisode de la Madeleine, sont liés. Mais Proust les a disjoints. Et dans la partie Combray, on voit très bien qu'il y a un avant et un après l'épisode de la Madeleine. Alors ce qui est étonnant, si vous vous souvenez, si vous l'avez lu, c'est que les souvenirs d'avant l'épisode de la Madeleine sont des souvenirs malheureux, sont des souvenirs angoissants, et les souvenirs d'après, alors là, c'est l'extase, c'est tout qui remonte de la tasse de thé, c'est Combray, et tout est merveilleux. Une sorte d'enfance paradisiaque. Alors c'est étonnant ça. Je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi cette inversion des mauvais souvenirs en souvenirs merveilleux? Voilà. Et j'ai recherché ce que pouvait être cette expérience et quel pouvait être le modèle réel dans la vie de l'écrivain de cette remontée des souvenirs. Alors, il faut savoir que à l'époque de Proust, dans sa jeunesse, la psychologie naissante s'intéresse beaucoup au phénomène de mémoire. Il y a énormément de livres qui vont paraître là-dessus et surtout les pathologies de la mémoire. Voilà. Et il y a un phénomène en particulier qui intéresse beaucoup, qui va intéresser Bergson aussi, c'est ce qu'on appelle le phénomène de fausse réminiscence. Mais c'est une sorte d'aberration de la mémoire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a déjà vécu un souvenir, mais en fait ce souvenir, c'est un faux souvenir, ça n'a jamais existé. Donc tout de suite, on peut dire que peut-être Proust a trouvé là un modèle, mais que ça ne peut pas être véritablement le souvenir involontaire, puisque dans le souvenir involontaire, il y a un vrai souvenir, il y a quelque chose qui a eu lieu et qui remonte. Donc ce n'est pas la fausse reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'on oublie? Sinon ce qu'on veut oublier. C'est ça aussi qu'on peut se poser comme question. Est-ce que ce sont les souvenirs heureux qu'on oublie, ou plutôt ce qui nous dérange, ce qui ne nous cadre pas avec l'histoire qu'on se raconte? Est-ce que ce n'est pas plutôt des choses qui nous font mal ou dont on a peur et qu'on va évacuer, ce que Freud a appelé le refoulement? Alors si en effet ce souvenir avait été refoulé, pourquoi est-ce que c'est un souvenir heureux? C'est assez étonnant aussi, ça ne colle pas vraiment. Quel bénéfice on tire d'oublier un souvenir heureux? Alors l'expérience montre plutôt que ce qu'on va évacuer, ce qu'on va oublier, c'est plutôt le souvenir traumatique. Bon. Donc moi c'est vrai que mon hypothèse,
ce serait que Proust, en fait, du côté de chez Swann, aurait voulu réécrire une enfance malheureuse en enfance heureuse de façon à évacuer un souvenir traumatique. Voilà. Et cette enfance malheureuse, elle existe. Elle existe, elle est racontée dans Jean Santeuil. C'est pas quelque chose que j'invente. Hein. Ce manuscrit de 800 pages qu'on a faim d'oublier, parce que peut-être qu'en effet on a faim de l'oublier, peut-être qu'on le connaissait très bien, mais que la famille voulait se protéger et ne voulait pas que ce texte sorte. Hein. Donc ce texte qui va être enfoui pendant 30 ans dans un garde-meuble, eh bien, aurait dû changer le mythe de l'enfant heureuse de Marcel Proust. Or, étonnamment, peu de critiques s'intéressent à ce texte, et étonnamment, on n'a pas changé le mythe. On dit que Proust a eu une enfance heureuse. Or, non. Si on lit Jean Santeuil, non, Proust a une enfance atroce. Voilà. Pourquoi ? Parce que il va naître dans un milieu bourgeois, en fait. C'est un petit peu l'histoire du vilain petit canard. Proust, il a l'impression qu'il n'est pas né dans la bonne famille. Il a l'impression que son milieu ne le comprend pas. Il a l'impression qu'il ne partage pas les valeurs de son milieu. Il faut savoir que donc il est issu d'une sorte de métissage, puisque sa mère est d'un certain milieu, son père est d'un autre milieu, mais en tout cas, ce qu'ils ont en commun, c'est l'ascension sociale. Tous les deux, ils ont voulu sortir de leur milieu et accéder à une certaine classe sociale, à une certaine réputation. Voilà. Et Proust, lui, il ne va pas suivre ce chemin. Lui, ça ne l'intéresse pas. Donc, il est vraiment le réprouvé de la famille. C'est vraiment le vilain petit canard. Et lui, on le voit très bien dans Jean Santeuil, il va claquer la porte un petit peu. Bon, même si on a l'impression qu'il vit chez ses parents et qu'il est très bien là, mais en fait, il n'est pas si bien que ça chez ses parents. Il va claquer la porte et il va essayer de chercher un autre milieu. Et le milieu qu'il va rencontrer, en fait, c'est le milieu des aristocrates. Et on a l'impression que c'est sa vraie famille, hein, que là, il se sent bien. Bon, il en reviendra aussi de ce milieu des aristocrates. Hein. Mais disons qu'à l'adolescence, il va aller vers les amis qui vont l'entraîner dans ce milieu. Et c'est pour ça qu'on le voit, ce modèle de dandy, en fait, va devenir le modèle auquel il va adhérer pendant très longtemps. Donc, on a le réveil dans la nuit, l'épisode de mémoire involontaire qui inverse l'enfance malheureuse, inversée en enfance heureuse. Et puis, il va y avoir une quatrième pièce qui va être ajoutée au dossier pour qui va être peut-être le chaînon manquant et qui va peut-être faire comprendre pas mal de choses. C'est un texte de 1896 qui a été publié par Fernand Gregg dans la Revue Blanche. Donc Proust a 25 ans à l'époque. Et ce texte n'a pas été retrouvé il n'y a pas très longtemps, enfin il y a une trentaine d'années. Et Gregg, en fait, est un condisciple de Proust au lycée Condorcet, et ils resteront de lointains amis liés par la littérature. Et alors Gregg, dans ce texte, qui s'appelle Mystère, voilà, il raconte quelque chose d'assez étonnant. Il raconte qu'un jour, il discute avec un écrivain qu'il appelle V, point, donc il donne que son initiale. Ils sont assis sur un banc, dans un parc, près d'une chapelle, et tout à coup, les cloches se mettent à sonner. Et V est alors victime d'un malaise, d'une crise terrible qui le met au bord de l'évanouissement. Et voilà ce qu'il dit dans le texte, donc c'est V qui parle. « Je viens d'avoir cet extraordinaire malaise moral qui me prend parfois. Je l'appelle une montée de souvenirs inconscients. C'est une crise d'abord mentale, mais qui me bouleverse tout entier, âme et corps. » Et donc plus loin, il va écrire « Vous sentez que vous vivez identiquement une minute que vous avez déjà vécue, mais vous ne pouvez la situer dans votre passé. » Et une autre phrase que j'ai extraite du texte, « La montée des souvenirs n'est que le commencement d'une série de phénomènes qui accaparent tout mon être pendant des minutes entières. Je me sens sur le bord de la folie. » Donc, Gregg, celui qui écrit le texte à jeu, va témoigner de cette crise qu'il voit, donc il est obligé de le prendre, sinon il va s'évanouir, il va tomber, hein, il a vraiment un vertige, un évanouissement. Et alors, c'est très étonnant parce que peu à peu, à la lecture du texte, on dit, mais alors c'est qui? Est-ce que c'est Proust qui aurait assisté à cette crise chez son ami? Et donc c'est lui qui imite, et c'est lui qui va prendre ce que vit Gregg comme modèle, etc. Et en fait, bon,
on va faire plusieurs hypothèses, et puis après on se rend compte que non. En fait, c'est certainement ce V, c'est Proust. Voilà. Et il témoigne de ce qui lui arrive. En tout cas, c'est comme ça, moi, que j'ai interprété le texte. Voilà. Et donc, on se dit, bah oui, c'est le mécanisme de la mémoire involontaire qui est raconté là. Mais quelque chose, à nouveau, ne va pas. C'est-à-dire que ces souvenirs, c'est des souvenirs atroces qui le plongent dans un cauchemar. Or, les souvenirs du côté de chez Swann, ce sont des souvenirs heureux qui vont le mettre dans une sorte d'extase. Donc, il y a bien un renversement. Donc, moi, j'ai fait l'hypothèse que peut-être, finalement, Proust avait vécu un traumatisme et que c'est ce souvenir traumatique qui revenait. Parce qu'en fait, si on lit des ouvrages sur le traumatisme et sur le souvenir traumatique, là, on a un schéma qui a été fait par François Le Bigot, qui est le spécialiste français de ces questions. Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, le souvenir traumatique fonctionne d'une façon très très particulière. Là, vous avez le rond qui est représenté avec des petites croix autour. En fait, c'est François Le Bigot qui a représenté l'appareil psychique. Le rond comme une vésicule vivante, et autour, vous avez une membrane qui fait comme une sorte de par-excitation, et toutes les excitations, tout le stress, les choses qui arrivent de l'extérieur, en fait, sont protégées par cette membrane, et ne rentrent pas dans l'appareil psychique. Voilà. Bon, donc tout va bien. Après, si vraiment le stress est très très fort, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est le Bigot qui représente comme ça, c'est une représentation. Il n'y a pas d'effraction de la membrane, mais par contre, il y a une déformation. C'est-à-dire que le stress va vraiment exercer une pression sur l'appareil psychique, sur cette vésicule vivante. Et puis, dans le troisième petit schéma, vous avez le trauma, le phénomène du trauma. Et là, c'est très différent. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, d'abord, le trauma, souvent, c'est un événement qui vous prend un peu au dépourvu. Vous ne vous y attendez pas, vous êtes dans la rue, vous marchez, et puis il arrive quelque chose d'atroce. Vous voyez quelqu'un qui vient de se faire écraser par une voiture, enfin quelque chose, voilà. Vous avez la mort devant vous, ou bien aussi ça peut être donc des choses sexuelles très violentes. Et à ce moment-là, vous n'y êtes pas préparé. Et à ce moment-là, le traumatisme va faire comme une effraction de quelque chose de totalement hétérogène à l'intérieur de l'appareil psychique et sans passer par la case mémoire. C'est comme une sorte de fusible, en fait. Pour protéger le psychisme, en fait, il n'y a pas de représentation. On n'emmagasine pas de représentation. Par contre, il y a cette chose qui entre en vous et qui va évidemment pouvoir provoquer des cauchemars, des reviviscences, des choses, des crises, des troubles. Mais en fait, vous ne savez pas d'où ça vient. Souvent, il y a une amnésie après un traumatisme. Pas toujours, mais ça peut arriver. Il n'y a pas de représentation dans la mémoire. Donc c'est pourquoi ça ressemble en fait au phénomène proustien, car très souvent, devant le trouble de quelque chose qui arrive comme ça, devant ce trouble même de ce souvenir corporel qui ressurgit dans la nuit, que va décrire Marcel Proust, en fait il n'y a pas de représentation. Il a beau chercher, il ne voit pas à quoi ça peut être attaché. Voilà. Donc, je me suis dit que peut-être le souvenir traumatique était peut-être le seul phénomène à quoi peut se comparer la mémoire involontaire. Dans son irruption brutale, sa capacité de prendre l'être tout entier, la prééminence de souvenirs qui reparaît comme une sorte d'hallucination. Et donc, si le souvenir de souvenir involontaire vient de ce modèle, eh bien, tout se lie en fait. C'est-à-dire le réveil dans la nuit, suscité par un souvenir corporel qui ressurgit, la souffrance réactivée sur le banc de mystère, dans le texte de Fernand Gregg, et l'enfance malheureuse de Marcel Proust. Voilà. Donc, je fais donc cette hypothèse que je développe donc dans cette deuxième partie. Et l'épisode de la Madeleine serait la réorchestration littéraire heureuse du souvenir traumatique. Et Proust aurait tout inversé, le noir est devenu blanc, un petit peu comme le développement du négatif d'une photographie. Et d'ailleurs, cette métaphore reviendra souvent dans la recherche pour expliquer comment Proust va développer la réalité et la remettre à l'endroit. Voilà. Et donc, la réalité est retrouvée, même si elle a été inversée. Et j'ajouterais même que peut-être cette réalité ne peut être retrouvée que si, au prix de cette inversion. Voilà. Alors après, évidemment, la question, c'est quel traumatisme ? Qu'est-ce qui a pu se passer
dans l'enfance ou l'adolescence de Marcel Proust qui aurait créé ce souvenir qui est réactivé lorsque la sensation, peut-être les cloches, plutôt que le goût d'une madeleine. Hein, parce que ce qui est étonnant aussi, c'est que dans Jean Santeuil, il y a plusieurs épisodes de mémoire involontaire, bon, qui n'est pas appelé comme ça, on appelle ça la mémoire désintéressée dans Jean Santeuil, et étonnamment, les cloches vont provoquer un souvenir involontaire chez Jean Santeuil. Donc ces cloches, elles ne sont peut-être pas mises là par hasard, elles n'arrivent peut-être pas par hasard. Voilà. Alors, quel traumatisme je me suis posé la question. Donc Proust, voilà comment la définition qu'il donne de la réalité dans La prisonnière. Donc il s'agit du jaloux, en fait, qui cherche à se représenter ce que fait la femme qu'il aime. Et il n'arrive pas, justement, à se représenter, et ça crée une énorme douleur chez lui. Et voilà ce qu'il dit: la réalité n'est jamais qu'une amorce à un inconnu sur la voie duquel nous ne pouvons aller bien loin. Alors ça, c'est vrai que c'est tout un programme. La réalité, c'est vraiment quelque chose de difficile d'y accéder, difficile d'y aller. Le chemin est inconnu. Donc j'ai essayé de scruter les détails, j'ai essayé de voir si dans la recherche il y avait des motifs, des constellations signifiantes. J'ai fait des recherches autour de certains mots, parce que j'avais la chance d'avoir un CD-ROM qui pouvait montrer toutes les occurrences et les contextes dans lesquels certains mots arrivaient, en fait. Et donc j'ai essayé de faire parler certains motifs. La recherche rayonne à partir d'un point aveugle où se mêle l'inversion, la perversité des oncles envers leurs neveux, le mélange des genres masculin-féminin, l'infusion des ancêtres au fil du temps, le métissage, la profanation des mères, l'existence d'une race maudite, les sommeils d'Albertine, pendant lesquels le narrateur la contemple et se contente sexuellement. Bon, c'est vrai qu'il y a toute une sexualité très étonnante, qui est presque une sexualité végétale chez Marcel Proust. D'ailleurs, beaucoup de ses contemporains se disaient que finalement, il n'avait jamais dû faire grand-chose, que peut-être c'était un homme qui n'avait jamais véritablement eu de relations sexuelles. C'est peut-être parce qu'on parle de l'homosexualité de Marcel Proust, ben ça c'est pareil, personne n'était là pour tenir la chandelle. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il faisait. En fait, il faisait certainement pas grand-chose. Donc le sexe, il le met quand même à distance, hein, pour tout un tas de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il a eu aussi une éducation sexuelle assez difficile, on lui donnait de l'argent pour qu'il aille voir les prostituées, et c'est des expériences qui l'ont certainement, qui l'ont pas vraiment poussé dans le bon sens, on va dire. Alors, il faut savoir aussi que le motif du viol traverse le texte, ainsi que celui du chasseur-prédateur. Comme si un chasseur se cachait dans l'image. L'innocence du narrateur n'en est que plus décalée. On voit aussi que le narrateur est quelqu'un qui ne comprend jamais ce qui se passe, surtout si c'est quelque chose de sexuel. Il comprend jamais, par exemple, Charlus, il n'arrive pas du tout à décrypter son regard, alors que c'est un regard de prédateur, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Et donc, tout est brouillé, en fait. Rien n'est clairement dit, mais on voit bien que quelque chose se cache, qu'un motif nous échappe, qu'il y a des blancs dans la narration, et que le sens doit être retrouvé en analysant l'enchaînement et en reconstituant l'image comme un puzzle, morceau signifiant par morceau signifiant. J'ai essayé par exemple de chercher s'il y avait eu dans les associations, lorsqu'il parle de la première crise d'étouffement du narrateur, bon, qui correspond, et on ne dit jamais asthme dans la recherche, mais n'empêche que le narrateur est quand même pris de crise d'étouffement, eh bien, si on regarde bien, c'est lié à la sexualité, c'est lié au souvenir involontaire qui cache un événement de l'enfance, c'est lié au plaisir et au petit cabinet de repos de l'oncle Adolphe, en fait. Bon, je ne vais pas prendre tout le... on voit bien que la mère, en fait, on lui reproche, enfin, le narrateur lui reproche de n'avoir pas été assez vigilante, de n'avoir pas assez protégé l'enfant, de n'avoir pas joué son rôle protecteur. Et on voit aussi que dans l'épisode du baiser refusé, bon, qu'on a énormément analysé comme quelque chose, un drame de l'Oedipe, etc., derrière, il y a d'autres choses, d'autres enjeux, et il y a aussi cet enjeu que l'enfant, il ne veut pas rester seul le soir dans son lit. Il veut que sa mère vienne parce qu'elle a un rôle protecteur à jouer. Voilà. Alors, dans la réalité, on va voir que dans la recherche, la famille se brouille avec l'oncle Adolphe, mais dans la réalité, il y a une brouille. Le grand-oncle Alphonse va disparaître
va même disparaître de l'arbre généalogique. On n'en parle jamais. Aucun biographe ne parle de cet grand-oncle Alphonse. Et pourtant, Proust allait chez lui régulièrement, etc. Bon. Alors, il faut savoir aussi que le 10 juin 1988, un événement de la vie de Proust va refaire surface à travers une lettre vendue aux enchères à Drouot. Proust aurait été victime d'un viol à 17 ans. Bon, ça c'est quelque chose... 1988, c'est tardif. Hein, c'est un siècle après les faits. Ça ressurgit. C'est la famille de Raoul Versini, le condisciple de Proust à Condorcet, qui a reçu cette lettre. Et donc la famille va vendre la lettre à Drouot. Alors évidemment, c'est une lettre assez voilée qui ne décrit pas les choses en détail, mais disons que que Marcel, un certain Marcel, dit qu'il a donné rendez-vous à un garçon, que ce garçon était plus fort que lui, qu'il a outrepassé, il a été beaucoup plus loin que ce qu'il voulait, etc. Et donc on voit bien que c'est quelque chose qui va énormément l'affecter. Alors, bon, cette lettre, Philippe Kolb, celui qui a réuni la correspondance de Proust, ne l'a pas attestée. Il ne reconnaît pas l'écriture de Proust. Par contre, c'est vrai que certains biographes français et des biographes américains prennent cette histoire très au sérieux, même si au niveau de l'interprétation, ils ne sont pas vraiment d'accord sur voilà, comment il faut lire cette histoire. Voilà. Donc on voit que le narrateur, il est toujours en train de voir à son insu ce qu'il ne devrait pas voir, de manière toujours involontaire. Donc cette histoire de souvenir involontaire, c'est beaucoup plus large que le souvenir. On va voir que chez Proust, le réel n'est acceptable que s'il est indépendant de la volonté, s'il n'en est pas tenu pour responsable. Et ça, on va le voir, c'est un thème capital dans Jean Santeuil. Et parce que finalement, c'est le reproche majeur qu'on a adressé à Proust pendant toute son enfance, à son adolescence et jusqu'à sa mort, on lui dira toujours qu'il est responsable de sa nervosité, responsable de ses syndromes autistiques, responsable. Et lui, il essaie justement de se rendre irresponsable de tout ça, parce qu'il sait très bien qu'en fait, on ne peut pas lui tenir grief de cela. Donc l'étrangeté, elle est involontaire, le traumatisme, il est involontaire, la mémoire, elle est involontaire, la sexualité est involontaire, la maladie est involontaire. Donc, pour lui, il y a un mauvais procès qu'on lui fait, et c'est pourquoi, lors de l'affaire Dreyfus, en fait, il va prendre parti pour Dreyfus, et plus tard, lorsqu'on va réhabiliter Dreyfus, il écrit à Madame Strauss et lui dit « Quelle chance il a, lui !» Parce que lui, on lui a fait un procès en réhabilitation. Alors évidemment, on comprend que c'est à lui qu'il pense. Moi, on m'en ferait jamais un procès en réhabilitation. Et je pense que ça, déjà, c'est une sorte d'aveu, en fait, un peu qu'il faut lire entre les lignes. Voilà. Donc, avant de terminer, je ferai un petit exercice de pratique de lecture proustienne. C'est-à-dire que je vais prendre un extrait, parce que bon, là, j'ai développé les deux hypothèses. Bon, c'était ce qui est peut-être de plus intéressant. Mais bon, j'ai analysé plein d'autres choses. Hein. Et là, je voulais juste montrer que souvent avec Proust, il faut prendre des outils en fait, qu'on va prendre dans la psychologie, qu'on va prendre vraiment ailleurs, et on peut les ramener pour essayer de mieux interpréter, de mieux comprendre le texte. Alors là, l'outil que j'ai utilisé, c'est dans un livre, j'ai trouvé... qui s'appelle La voix des chamans, en fait, la lecture des 4 mondes du chaman décrit par Serge King, voilà, dans un des chapitres de ce livre. Alors c'est intéressant parce que je voulais montrer qu'il n'y a pas de doctrine de la réalité chez Proust. En fait, c'est quelqu'un, on va dire, d'existentialiste, il n'est pas essentialiste. En fait, ce qui l'intéresse, c'est l'expérience qui va faire de la réalité. Il va essayer de la théoriser à certains moments, mais en fait, il n'y a pas de théorie définitive. Et Proust n'est pas un philosophe. C'est vrai qu'il a beaucoup, les critiques insistent beaucoup là-dessus, il a beaucoup hésité en se demandant s'il était philosophe ou s'il était romancier. Finalement, c'est un romancier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va partir de ses expériences et qui va essayer de décrire finalement la perception qu'il a de la réalité. Mais il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de doctrine philosophique chez Proust. Voilà. Et surtout, ce qui est très intéressant aussi chez lui, c'est qu'il n'est pas pour le roman réaliste. Il ne croit pas en fait au réalisme. Il ne croit pas qu'il y a un sujet d'un côté, un objet de l'autre, qu'on se met en face et qu'on décrit. Non. Lui, en fait, lorsqu'il décrit la réalité, il fusionne avec elle. Il va décrire plus l'émotion et que suscite la réalité
dans son psychisme que la réalité elle-même. Et c'est pour ça que son écriture est si particulière. Alors donc j'ai trouvé disons qu'une façon de décrypter peut-être le monde, hein, avec ces différents aspects, en fait, ces différents espaces. Voilà, la réalité n'est pas homogène, en fait, elle est plutôt hétérogène. Et donc, ces 4 mondes du chaman, on voit d'abord qu'il existe le premier niveau, c'est le niveau de la réalité ordinaire, c'est le monde objectif, hein, où tout est séparé. Le sujet perçoit l'objet en face de lui. Alors il y a un autre monde, c'est le monde subjectif, hein, où tout est lié et interdépendant. Et pour le chaman, c'est le monde magique, où le moi n'est pas étanche, où en fait il arrive à entrer en fait dans la subjectivité de l'autre. C'est le monde de l'énergie, de la télépathie et de la communication avec les éléments de la nature et les esprits. Voilà. Après, on a le monde symbolique. Alors c'est très intéressant pour Proust parce que le monde symbolique, c'est le monde des noms. C'est le monde qui transforme les réalités en images, hein, en signes porteurs d'un sens. C'est très important le signe chez Proust. Hein. D'ailleurs, la critique Deleuze a écrit Proust et les signes. Hein. Il a bien vu que chez Proust, le monde devient un monde de signes, donc un monde symbolique en fait. Donc le monde doit être lu, décrypté comme un langage. C'est le monde des présages et des rites. La réalité est considérée comme un rêve. Ce qui relève de notre expérience personnelle est un reflet de nous-mêmes. Et en fait, le dernier état, le dernier niveau, c'est le monde holistique. C'est le niveau qui est vraiment le plus haut. C'est un niveau qu'on atteint rarement, enfin qu'on atteint peut-être jamais. Tout est dans tout. C'est le niveau de l'illumination mystique, mais c'est aussi le niveau, pour moi, de la création artistique. Donc Proust atteint ce niveau non pas dans l'illumination mystique, parce que ce n'est pas un mystique, mais par contre, la religion, pour lui, c'est l'art. Hein. C'est ça qui va lui permettre de surmonter, finalement, et de devenir ce qu'il est. Heureusement qu'il y avait l'art, heureusement qu'il y a eu la littérature. Sinon, qu'est-ce qu'il serait devenu? Il était dans une telle impasse existentielle, il serait devenu rien du tout. Hein. Et d'ailleurs, il a été à 2 doigts de devenir rien du tout. Parce que s'il n'avait pas été publié chez Gallimard, vu ce qu'on a fait de ses affaires, vu ce que Marthe fait de ses affaires en 1937, il est possible que tout soit parti à la benne. Voilà, il a eu une chance inouïe et il le sait. C'est pour ça qu'il se rapproche de Gallimard et qu'il sait que son 2e tome, il doit être publié chez un éditeur très important. Sinon, il risque d'avoir fait tout ça pour rien, d'avoir sacrifié sa vie pour rien du tout. Donc dans le monde holistique, à un niveau élémentaire, c'est le simple sentiment donc, de sa propre existence et l'extension de son moi, à son pays, à sa famille, à sa maison, à sa chambre, à ses objets personnels, dans un niveau très prosaïque. Voilà. Alors si on prend l'exemple des guermantes, alors je vais vous lire une phrase de Proust, je ris parce que là, on entre vraiment dans le vif du sujet, parce que c'est vrai que Proust, c'est quand même difficile à lire, très souvent. Donc, il parle du nom des guermantes. Et ce passage, je l'aime beaucoup, parce que je trouve qu'on passe justement d'un monde à l'autre. Les guermantes, le nom des guermantes d'alors, est aussi comme un de ces petits ballons dans lesquels on a enfermé de l'oxygène ou un autre gaz. Quand j'arrive à le crever, à en faire sortir ce qu'il contient, je respire l'air de Combray de cette année-là, mêlé d'une odeur d'aubépine, agitée par le vent du coin de la place, précurseur de la pluie. Donc on voit que là, on est dans le monde du créateur, où tout est lié. C'est le monde de la mémoire involontaire. Mais même en dehors des rares minutes comme celle-là, où brusquement nous sentons l'entité originale tressaillir et reprendre sa forme et sa ciselure au sein des syllabes mortes aujourd'hui, si dans le tourbillon vertigineux de la vie courante, où ils n'ont plus qu'un usage entièrement pratique, là on est bien dans le monde objectif, les noms ont perdu toute couleur, comme une toupie prismatique qui tourne trop vite et qui semble grise. En revanche, quand dans la rêverie nous réfléchissons, nous cherchons, pour revenir sur le passé, à ralentir, à suspendre le mouvement perpétuel où nous sommes entraînés, peu à peu, nous revoyons apparaître, juxtaposées mais entièrement distinctes les unes des autres, les teintes qu'au cours de notre existence nous présenta successivement un même nom. Et là, donc, on a le monde subjectif ou symbolique, ça dépend des images suggérées et du niveau de profondeur de la rêverie.
Donc on voit bien que dans cette phrase, qui nous décrit finalement le monde des Guermantes et le nom de Guermantes et tout ce que le nom de Guermantes va évoquer pour Marcel Proust, enfin pour le narrateur, pas mélanger, on voit bien que ces Guermantes existent dans les 4 mondes simultanément, mais sous des formes différentes. Et justement, Proust va nous faire passer d'un monde à l'autre, du monde objectif, où la duchesse est une femme quelconque, que le narrateur croise dans la rue, sans la reconnaître d'ailleurs. Dans le monde subjectif, elle est une juxtaposition de figures, de scènes, vécues par le narrateur à des moments séparés du temps, indissociables du moi qu'il était alors à ces différentes époques. Dans le monde symbolique, les Guermantes sont un nom, dans lequel l'imagination du narrateur a enfermé quantité d'images. Voilà. L'incarnation de la duchesse n'est pas celle d'une femme ordinaire. En réalité, elle n'existe pas pour lui dans le monde objectif, ou plutôt, il refuse cette existence et il voit en elle l'alliance d'un oiseau et d'une déesse. Donc on voit bien que seul le monde holistique, celui réalisé par l'œuvre d'art, peut redonner au monde une unité, une cohérence, comme une toupie multicolore qui, tournant à une certaine vitesse, unit toutes ces couleurs en une seule ou les décompose. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette image géniale de la toupie, finalement, Marcel Proust nous montre comment on peut passer d'un monde à l'autre. En fait, il suffit de changer la vitesse. Et c'est pourquoi il parle souvent de la vitesse de l'habitude. Il faut décomposer, il faut sortir de l'habitude, parce que l'habitude nous fait entrer dans un certain monde, nous fait marcher à une certaine vitesse, et justement, en ralentissant ou en accélérant, c'est là que la toupie va pouvoir montrer ses différentes couleurs, et qu'on va pouvoir découvrir autre chose de la réalité que la chose à laquelle on est habitué. Voilà. Et donc, dans ce monde source de souffrance, eh bien, grâce à cette toupie, grâce à cette façon de traverser et de passer d'un monde à l'autre, la souffrance peut être dépassée et s'inverser. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que l'écrivain habite plusieurs mondes à la fois et il doit sans cesse réajuster sa vision, car les différentes réalités d'un même être, d'un même objet, ne se superposent pas et restent des entités isolées, offrant peu de points de rencontre d'un monde à l'autre. Et c'est pourquoi il conclut en disant « Mais plus tard, je trouve successivement dans la durée en moi de ce même nom 7 ou 8 figures différentes. » Ce qui explique peut-être l'image finale, dans le temps retrouvé, de ces géants juchés sur les échasses vertigineuses du temps. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et donc, si vous avez des questions, je vous répondrai volontiers.